Bienvenue à toi Adeline et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau volet de Face à Face où, je le rappelle, le but est de poser une série de questions à un youtubeur manga. Je te remercie beaucoup de m'avoir proposé de faire cette interview, ça me touche beaucoup. Par contre, je suis carrément stressée, j'ai regardé les épisodes précédents avec les autres youtubeurs et je t'avoue que j'ai un petit peu l'impression de participer à Faites rentrer l'accusé où on va me passer sur le grill et me cuisiner comme un criminel. Voilà, donc je suis carrément stressée. Je te rassure, ça devrait bien se passer, jusqu'à maintenant je n'ai mangé personne, donc pas besoin de grill. Alors pour commencer, pourrais-tu nous dire ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube ? Ce qui m'a donné envie de lancer ma chaîne YouTube il y a 2 ans, c'est tout simplement l'envie de partager avec des gens ma passion des mangas. Je lis des mangas depuis 2014 et j'avais personne dans mon entourage avec qui partager ça, et donc j'ai réfléchi à la forme que ça pourrait prendre, alors faire un blog, faire une chaîne YouTube, être tout simplement spectatrice et commenter d'autres vidéos. Et puis je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une chaîne YouTube, de se filmer. Je fais déjà de la photo à côté, donc c'était en fait une nouvelle étape, un peu apprendre à filmer, monter, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et donc, et ben voilà, je me suis lancée et puis ça fait déjà 2 ans et je partage maintenant ma passion avec plein de gens et c'est super cool. Et puis aussi, je suis une fille et je trouve que les filles sont sous-représentées sur YouTube dans tous les domaines. Dans le manga aussi, il y en a quand même pas mal, mais on est quand même sous-représentées. Et donc c'est une chose aussi qui m'a convaincue d'essayer, c'est de me dire qu'il y aurait une fille de plus sur YouTube et que ça serait pas mal de rétablir un petit peu la mixité, surtout dans les univers un peu geek, un peu otaku qui sont quand même bien connoté masculin. Alors comme je l'avais dit à Léa dans son interview, je suis d'accord sur ce sujet. Je trouve aussi que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes, de jeunes filles qui se lancent. J'espère que ça s'améliorera avec le temps. Alors si tu devais résumer ta chaîne en quelques mots, en quelques phrases, que dirais-tu ? Je dirais que mon principal concept de vidéo, ça s'appelle The Story Begin et c'est une vidéo dans laquelle je présente un manga, généralement un coup de cœur ou du moins un manga qui m'a interpellé pour une raison X ou Y. Je présente le début du manga et j'essaye de donner aux gens envie de le lire. Donc ça, c'est les principales vidéos que je fais sur ma chaîne. Après, j'ai tout plein de genres de vidéos, j'adore faire des concepts de vidéos, donc voilà. Je fais des vidéos où je présente les nouveautés du mois qui vont sortir qui m'intéressent, des hauls, des tags, je fais des vidéos DIY, récemment j'ai réalisé une Pokéball et voilà, et donc du coup je fais un petit peu de tout, mais ça reste toujours en rapport avec le manga ou l'univers un peu manga, anime, etc. Eh bien alors restons dans cet univers pour l'instant, car je voudrais te demander si tu te souviens du premier manga que tu as lu et quelles en étaient les circonstances. Je me rappelle très bien du premier manga que j'ai lu et de ses circonstances. Alors le premier manga c'est Dr Slump et c'était quand j'étais adolescente, ma mère est bibliothécaire. Et à la bibliothèque, il y avait une malle manga qui était arrivée avec tout plein de mangas. J'ai choisi de prendre les 18 Dr Slump et je les ai adorés. Mais ça s'est arrêté là puisque c'est les seuls que j'ai lus dans toute la malle. Et puis j'en ai pas relu avant très longtemps puisque j'en ai pas relu entre Dr Slump quand j'étais ado et 2014 quand j'ai relu Death Note qu'on m'avait conseillé pour le côté psychologique. Alors ça me fait très plaisir que ce soit tombé sur Dr Slump parce que c'est un manga qui est cher à mon cœur. Il fait partie des tout premiers mangas que j'ai lus, il y a au moins 25 ans maintenant, avec Dragon Ball, RG Veda, Gun, Appleseed et j'en passe. Et c'est vrai que c'est un manga qui est un peu tombé dans l'oubli, je trouve, malgré la notoriété de l'auteur, Akira Toriyama bien sûr. Pour moi, il fait partie des meilleurs mangas d'humour, et d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en parle un de ces 4 sur ma chaîne. Bon, revenons à nos moutons. As-tu un auteur favori ? Alors si je dois répondre du tac au tac comme ça, je dirais Yuji Iwahara, qui est l'auteur de Dimension W, Darker Than Black, il y en a plein d'autres. J'ai en fait acheté Dimension W au début que je lisais des mangas, donc je pense fin 2014, début 2015, vraiment basé sur la couverture qui est juste sublime, le tome 1 il est juste trop beau, en plus c'est des couvertures, si on les expose à la lumière, après on voit certains dessins dans le noir, donc vraiment j'ai été conquise par la couverture. J'ai beaucoup aimé le dessin à l'intérieur et l'histoire. Du coup j'ai eu envie d'en lire plus, j'ai lu Darker Than Black qui est terminé en 4 tomes, je me suis dit ah il est génial mais j'ai encore envie d'en lire d'autres, donc j'ai acheté Le Roi des Ronces qui était quasiment introuvable et j'ai adoré l'histoire. Et puis il y a des histoires un peu moins, enfin c'est toujours de la science-fiction mais un peu moins on va dire adulte, où il y a une histoire qui s'appelle
Nekoton aussi, avec une école où les gens ils ont le droit de venir avec leur chat, enfin bon bref. Je vais pas tout vous raconter, mais c'est vraiment mon mangaka préféré. Je saurais pas exactement dire pourquoi, j'aime beaucoup ses histoires, j'aime beaucoup son dessin, mais voilà, je me suis pris d'affection pour ce mangaka sans avoir vraiment une idée précise de pourquoi, mais en tout cas, si je dois en citer qu'un, ça va être celui-ci, même s'il y en a beaucoup d'autres que j'aime beaucoup. Alors, tu vas sûrement vouloir me trucider, m'assassiner. J'ai lu Le Roi des Ronces et j'avoue que je n'ai pas vraiment accroché. Je l'ai acheté sans trop savoir de quoi il s'agissait, et finalement il m'a laissé de marbre. J'ai trouvé que le scénario partait trop dans tous les sens au bout d'un moment. Mais bon, peut-être que je le relirai un jour, car je sais qu'il a une bonne réputation. Peut-être que c'est moi qui suis passé à côté. À voir. Et sinon, t'est-il arrivé de ne pas accrocher à un manga au point de ne pas le terminer? Alors oui, il y en a un, c'est Secret Service. Je ne saurais même pas dire quelle histoire c'était. Je me rappelle que j'étais à la Fnac, que je lis souvent un peu le début des mangas avant de savoir si j'ai envie de l'acheter. La couverture avait l'air sympa. J'ai lu l'intérieur, j'ai dû lire jusqu'à la moitié et puis j'ai pas réussi à finir. J'ai vraiment trouvé que l'histoire était nulle, ça m'a vraiment pas entraîné dedans. Et c'était tellement pas bien que je me souviens même pas c'était quoi l'histoire, alors que j'ai plutôt une bonne mémoire normalement des histoires. Mais là, il me semble que il y a une histoire de majordome ou un truc comme ça, enfin bon, je sais même plus quoi, mais vraiment j'ai pas du tout accroché. Et il y en a un deuxième récemment, alors Secret Service, pendant très longtemps, pendant presque 4 ans, parce que ça fait presque 4 ans que je l'ai lu, c'était le seul que j'avais pas réussi à lire, c'était le seul manga dont j'avais lu un peu le début et où j'avais pas eu envie de l'acheter quoi. Mais récemment j'ai acheté le manga Infection et j'ai acheté les 2 premiers tomes et j'ai été très déçue du tome 2 et je pense que je vais arrêter la série, ce qui m'est jamais arrivé pour l'instant d'arrêter une série, donc voilà, une grosse déception aussi, Infection, et j'étais très déçue parce qu'il y a une espèce de relation incestueuse, frère et sœur, enfin pas vraiment parce que ça va pas jusqu'au bout, mais j'ai trouvé que c'était juste, ça servait à rien à l'histoire, puisqu'à la base c'est une histoire de zombies. Donc j'ai trouvé que ça servait à rien à l'histoire et qu'en plus c'était juste too much, trop et dégueulasse, voilà. Donc Secret Service où j'ai pas réussi à finir un seul tome et Infection où j'arrête la série, je vais dire. Bon alors là je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, donc je ne peux rien dire sur ces mangas. Par contre j'aimerais savoir s'il y a des mangas rares, chers, épuisés, etc. que tu rêves d'acquérir. C'est marrant parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo. En fait, j'aimerais bien acheter tous les mangas de Makoto Shinkai et il y en a qui sont très rares. Donc j'ai réussi finalement à trouver pas très cher Les Enfants d'Agatha et les tomes 1 et 2 des Enfants qui poursuivaient les étoiles, mais je ne trouve pas le tome 3. C'est même pas une question de prix parce que pour l'instant je l'ai même pas trouvé à vendre quoi, il est juste rare et je sais même pas combien faudrait que je le paye. J'ai déjà vu des lots de tomes 1, 2 et 3 à 100 € et la personne voulait pas séparer le lot. Donc voilà, donc j'aimerais bien trouver ce tome 3. Si quelqu'un l'a dans tes abonnés, il peut me contacter grâce à ma chaîne. Voilà. Non mais voilà, j'aimerais bien le trouver parce que j'ai le tome 1 et 2 et j'aimerais bien savoir comment finit l'histoire, même si je le sais plus ou moins, puisque Les Enfants d'Agatha et Les Enfants qui poursuivaient les étoiles, c'est la même histoire mais vue de différents points de vue. Donc voilà, donc ça serait celui-ci. Après je sais pas s'il y en a d'autres, mais pour l'instant c'est celui-ci que je cherche en priorité. Bon et bien le message est passé, qui sait, une âme charitable te contactera peut-être. Sortons un peu des mangas à présent, car je voudrais avoir ton avis sur le paysage des chaînes manga sur YouTube. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 2 ans, j'ai été impressionnée en fait de constater qu'il y avait déjà beaucoup de petites chaînes qui parlaient de manga. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, je connaissais les 2 grosses, Lucas TV et Le Chef Otaku, mais je m'étais jamais intéressée vraiment à voir s'il y en avait beaucoup plus de petites. Et j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y en avait plein, et j'ai trouvé ça cool en fait de voir que le manga, c'était peut-être pas aussi mal vu que ce qu'on croyait, bien que dans la société en général c'est encore pas une super image des gens qui lisent des mangas. Mais en tout cas je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui s'y intéressaient et que c'était appréciable et qu'il fallait en fait souligner l'effort des gens. Après j'avoue que je suis pas une abonnée assidue et je suis abonnée à très peu de chaînes finalement qui parlent de manga et de toute manière de très peu de chaînes en général. Au début je m'étais abonnée à beaucoup de chaînes qui parlaient de manga et en fait moi je suis très bon public. Quand on me raconte le début d'une histoire j'ai envie de savoir la fin et j'achetais beaucoup trop de mangas. Alors quand on sait tout ce que j'achète maintenant on se rend compte que c'était une véritable catastrophe parce que j'achetais encore plus à l'époque. Bon après c'est comme ça que j'ai eu une aussi grande mangatech en si peu de temps donc c'est pas plus mal, mais à un moment mon portefeuille m'a dit stop et donc je me suis désabonnée de pas mal de chaînes et j'ai gardé des abonnements
à des chaînes où en fait le youtubeur, je trouve qu'il a une personnalité sympa en plus de ce qu'il présente qui correspond plus ou moins à mes goûts. Et donc j'ai gardé quelques abonnements à des youtubeurs dont j'aime bien la personnalité. Du coup après je suis peut-être pas la mieux placée pour donner mon avis sur les youtubeurs manga puisque j'en suis très peu. Ce que je pourrais dire par contre c'est qu'il n'y a peut-être pas encore assez de filles, il y a quand même pas mal de filles mais il n'y en a pas encore assez, c'est pas du tout la moitié des youtubeurs manga. Donc je trouve que s'il y a des filles qui ont envie de se lancer, elles devraient. Et voilà, ne pas hésiter à se lancer, peu importe qu'on ait des goûts shoujo ou pas shoujo, voilà, parce qu'il y a beaucoup le clivage encore entre les filles qui lisent des shoujo et les garçons qui lisent des shonen, alors que moi mon style préféré c'est pas du tout les shoujo. Mais voilà, donc faut pas hésiter à se lancer et se dire que tant pis si on se fait critiquer, les gens qui critiquent derrière un ordinateur finalement, ils le feraient pas en vrai, donc voilà, autant se lancer et se faire plaisir si on a envie. Eh bien, espérons que si des jeunes filles ou des jeunes femmes nous regardent, elles suivront tes sages paroles. Est-ce qu'il y a des youtubeurs, toutes catégories confondues, qui t'inspirent dans ton travail ? Alors de youtubeurs qui m'inspirent directement par leur travail, il n'y en a aucun, parce que mon but pour l'instant sur ma chaîne, c'est en fait de réussir à avoir ma vraie personnalité quand je regarde une vidéo, de vraiment voir qui je suis à l'écran. Et pour l'instant c'est pas le cas, c'est de plus en plus le cas, je suis de plus en plus moi-même, mais c'est quand même assez dur de parler à une caméra, d'avoir personne en face en fait, et de rester soi-même. Pour l'instant je suis encore assez, on va dire, timide par rapport à ma vraie personnalité, et j'aimerais bien à terme en fait réussir à être vraiment moi devant la caméra, et donc pour l'instant je m'inspire de personne parce que mon but en fait c'est d'être moi. Et c'est pas facile déjà. En plus, je suis une fille et sur YouTube, il y a des choses que je me permets pas de faire alors que je me permets dans la vraie vie de faire des blagues, par exemple sur le sexe, etc. J'ai aucun problème à les faire en vrai, mais sur YouTube, pour l'instant, je me censure pas mal parce que y a des choses qui passent quand on est un garçon et qui passent moins quand on est une fille. Et j'ai pas en fait envie d'avoir trop d'insultes, genre t'es une pute ou etc. J'ai pas envie d'en avoir, donc pour l'instant je me censure, et ça joue aussi sur le fait que je suis pas forcément moi-même, puisque des fois en fait spontanément à la caméra je vais sortir ma blague et en fait je vais refaire la prise sans la blague parce que je vais me dire non là c'est trop et ça passera pas. Et donc voilà, donc à terme, comme je l'ai dit, j'aimerais bien être moi-même, et si je m'inspire de gens, ça m'influencerait trop et je serais pas moi-même, donc le travail est dur, voilà. Après il y a des youtubeurs dont j'adore le travail, mon youtubeur préféré c'est Matt se fait des films, franchement son concept de vidéo il est génial, l'idée qu'il a eue elle est juste top, et sa manière de la réaliser elle est juste trop cool. Ce mec il a l'air d'avoir une personnalité extrêmement drôle, et il est extrêmement sympathique à l'écran. En tout cas je sais qu'on ne connaît pas les gens à travers la caméra, mais c'est l'impression qu'il donne, et il donne vraiment l'impression d'avoir envie de le connaître, d'avoir envie de rire avec lui, de boire un verre avec lui. Et ouais, il est trop drôle, ses vidéos elles me font toujours rire, et c'est vraiment un youtubeur dont j'aime beaucoup la personnalité. Après, qui me fait beaucoup rire aussi, il y a Jiraya, ses vidéos où il un peu story time, où il raconte des événements qui sont passés dans sa vie et elles sont à mourir de rire, ce mec il me fait trop rire aussi. J'aime beaucoup aussi les vidéos d'Antox Colaboy qui fait sur les critiques de chaînes, qu'elles soient positives ou négatives. Je trouve qu'il y a un gros travail qu'on voit pas forcément une fois qu'on regarde sa vidéo, mais on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a. On voit qu'il y a du travail, mais on se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il va avoir, de regarder les vidéos de la chaîne, etc. De devoir faire une critique qui est constructive, qui est pas juste méchante. Enfin voilà, donc c'est un youtubeur aussi que j'aime beaucoup. Après, dans un autre registre, il y a Anil B, donc anciennement Wartech, qui fait maintenant des vlogs, et je trouve que ces vlogs sont super beaux. Je dois faire des vlogs sur mon voyage au Japon. Si un jour je pouvais avoir son niveau en vlog, ce qui n'arrivera sûrement jamais parce que j'ai pas le même matos, parce qu'on n'a pas le même œil, pour plein de raisons, mais ouais, franchement ces vidéos font voyager. Il a fait aussi une vidéo sur Tchernobyl qui est documentée comme un peu un documentaire, un reportage, et j'ai trouvé qu'elle était super et j'ai appris des choses, donc j'ai trouvé ça super cool. Dans un autre registre un peu plus noir, j'aime beaucoup les vidéos de Bonjour Tristesse. Alors si vous êtes dépressif, il faut pas aller les voir. C'est un mec qui critique la société et qui le fait très bien avec une plume très acerbe. Franchement ces vidéos sont super, vous rigolez, mais vous rigolez noir en même temps parce que ça fait rire, ça fait sourire, mais en même temps c'est tellement vrai ce qu'il dit que ça fait un peu peur. Ça critique beaucoup le monde et j'adore ces vidéos. Et puis je vais parler de filles quand même, puisque je dis qu'il n'y a pas assez de filles sur YouTube. Donc il y a deux youtubeuses que j'aime beaucoup, c'est Anaïs Marion, la première, qui a commencé en faisant des maquillages effets spéciaux. Elle est vraiment trop douée, maintenant elle fait aussi des DIY. Il n'y a pas longtemps, elle a arrêté son travail pour se lancer à 100% dans YouTube. Elle va faire une chaîne Twitch aussi. J'espère que ça va cartonner pour elle, qu'elle va réussir à en vivre, parce que je trouve qu'elle le mérite vraiment. Elle se casse vraiment
le cul en fait à faire ses vidéos, hein. C'est DIY, elle les réalise et elle le refait le truc jusqu'à temps que ça marche pour faire une vidéo, ou ça marche pour nous si on refait le truc, donc ça lui prend beaucoup de temps. Et elle est vraiment très douée, et la personnalité qu'elle a sur sa chaîne YouTube est vraiment sympa, un peu noire, un peu on va dire un peu une personnalité ronchon, ouais, je sais pas exactement comment la décrire, mais c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Et la deuxième, c'est Gaël Garcia Diaz. Alors la personnalité qu'elle a sur YouTube, elle est juste excellente. Je trouve que généralement les filles, elles se limitent beaucoup sur YouTube. Moi la première, mais alors elle a pris tout le contre-pied. Elle y va sur les insultes, sur les trucs de cul, etc. Sa chaîne est juste géniale. Je trouve le concept est génial aussi. Et je trouve qu'elle réalise vraiment bien ce qu'elle fait. Bon, après, un petit peu trop de placement de produits, mais bon, faut bien vivre, parce qu'avec toutes les insultes et tous les trucs obscènes qu'elle sort dans ses vidéos, elle est quasiment constamment démonétisée. Donc voilà. Et puis voilà, bon, elle place ses produits, mais en même temps, elle nous fait beaucoup rire, donc je trouve qu'on lui pardonne. Donc voilà, donc ces youtubeurs-là, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont des vraies personnalités qu'on ressent dans leur chaîne, et à terme, c'est ce que j'aimerais faire, même si j'en suis extrêmement loin. Merci beaucoup pour cette réponse plus que complète, et puis c'est toujours intéressant d'être conseillé pour découvrir des chaînes. Enfin, dernière question de cette première partie, je voudrais savoir ce que tu fais quand tu ne lis pas de manga. Autrement dit, est-ce que tu as d'autres hobbies, d'autres passions, d'autres centres d'intérêt? Ce que je fais quand je ne lis pas de manga, je fais beaucoup de choses, mais déjà mon temps est très limité parce que j'ai une maladie du sommeil et je dors la moitié de la journée. Donc du coup, comme je dors beaucoup, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais, mais j'ai quand même beaucoup de passion. Donc déjà, je fais de la photo, mais je suis aussi modèle photo, donc j'aime bien prendre des photos, mais j'aime bien aussi être modèle et en fait réaliser avec un photographe tout un univers, réaliser aussi mes tenues parce que je fais aussi de la couture. Donc voilà, pouvoir incarner un personnage, j'adore ça, et ça c'est un truc qui me manque ces derniers temps parce que je ne le fais pas assez, parce que j'ai pas de temps. Après, j'aime bien faire du shopping, j'aime bien manger, je joue à des jeux vidéo. Alors je suis pas une grosse gameuse, mais ça m'arrive des fois quand ça me prend en fait de lancer et puis d'avoir une faille temporelle dans mon emploi du temps, me dire je vais faire une petite game, et puis 3 heures plus tard, 4 heures plus tard, je suis toujours sur mon ordi en train de jouer. Donc voilà, je joue notamment à Age of Empires, à League of Legends, enfin des trucs comme ça. Après, je suis pas une grosse gameuse non plus, hein. Je suis pas du tout une gameuse, d'ailleurs, je me considère pas comme une gameuse. J'aime bien jouer de temps en temps. Puis faire les vidéos aussi, parce que quand on a une chaîne YouTube, il faut aussi réaliser les vidéos, faire du montage, et tout ça, ça prend beaucoup de temps. En plus, je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses, je suis très curieuse, donc je suis tout le temps en train de poser des questions sur divers sujets. Enfin, voilà, je suis passionnée de plein de choses, vraiment beaucoup de choses, et même les choses qui me passionnent pas, j'ai toujours envie de comprendre, etc. J'énerve mes proches des fois à dire pourquoi ci, pourquoi ça, on dirait un enfant de 2 ans. Enfin voilà, mais je suis très curieuse, donc plus ça va, plus j'ai de passion, plus j'ai de centre d'intérêt, et moins j'ai de temps, donc c'est un petit peu compliqué de tout gérer. Age of Empires, c'est vrai que moi aussi, il m'a fait passer plus d'une nuit blanche quand j'étais étudiant à l'époque. J'alternais souvent entre les parties et la rédaction de mon mémoire. Mais bref, il est maintenant temps de passer à la deuxième partie de cette interview. Quel est ton mot préféré ? Il y a un mot qui me fait beaucoup rire, c'est dans Les Mignons, le mot fesse. Voilà, je suis comme les mignons de Moi Moche et Méchant. Quand quelqu'un dit fesse, ça me fait marrer. Je sais, c'est très stupide, et j'ai jamais dit que j'étais intelligente, donc voilà, je suis peut-être très idiote comme les mignons, mais le mot fesse, ça me fait rire. Après, j'ai un autre mot qui m'apaise, c'est le mot respire. À une époque dans ma vie un peu compliquée, c'était un mot auquel je pensais souvent. Parce que quand je m'énerve, quand je suis en colère ou quand je suis stressée, je bloque ma respiration et je respire pas assez, et finalement ça fait que la tension interne elle monte encore plus, et donc je pensais souvent au mot respire. Je l'étais même écrit sur le bras. Bon, je l'ai pas fait tatouer, j'ai failli me le faire tatouer, mais en fait je trouve que c'est bête, faut pas que je me le fasse tatouer parce que ça me rappellera une période sombre de ma vie et j'ai pas envie de me rappeler. Donc voilà, mais c'était quelque chose que fallait que j'y pense en fait pour respirer, et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup apaisé. Donc voilà, le mot fesse pour le côté un peu fou et le mot respire pour le côté apaisant. Et quel est le mot que tu détestes ? Un mot que j'aime pas, je dirais le mot scolopendre. Déjà, je trouve que le mot en lui-même il est moche, mais ce qu'il représente, ça me répugne. J'ai horreur des insectes, j'ai une phobie des insectes même, et le scolopendre,
c'est juste... Rien que d'y penser, alors rien que d'imaginer, ça me répugne. Et le mot, je trouve qu'il représente parfaitement la bestiole à laquelle il fait référence. Et donc je trouve qu'il est juste répugnant. Eh bien dis-moi, c'est extrêmement spécifique comme mot. Bon, au moins, c'est pas le genre de mot qu'on entend tous les jours. Et maintenant, s'il te plaît, dis-moi la qualité que tu admires le plus chez les autres. Il y a beaucoup de qualités pour moi qui sont importantes, comme le fait d'être intelligent, vif d'esprit, le fait d'être sincère. Mais si je dois en retenir qu'une, c'est le fait d'être drôle. Vraiment, j'admire les gens qui sont drôles. J'adore rire. Et donc, une qualité importante pour moi chez quelqu'un, c'est le fait qu'il me fasse rire. Et pour être ami avec moi, faut qu'on rigole ensemble, voilà. Et puis... vraiment, le fait d'être drôle, je trouve que ça permet en fait d'aller bien quand tout va mal. C'est quelque chose qui permet... je sais pas comment dire, mais quand vous n'avez pas le moral, si vous rigolez, ça va tout de suite mieux, même si c'est temporaire. Et voilà, et même le but de ma vie, quoi, c'est d'être heureuse et de rire et de sourire, quoi. Donc voilà, vraiment la qualité que je préfère et que j'admire, c'est d'être drôle. Et à l'inverse, quel est le défaut qui t'agace le plus chez les autres ? Les manipulateurs. J'aime pas les manipulateurs. Alors je pense que personne aime les manipulateurs parce que personne n'aime manipuler, mais c'est vraiment quelque chose que je supporte pas en fait. J'aime bien comprendre, je le disais tout à l'heure, je suis curieuse, je pose beaucoup de questions et en fait quand je suis face à un manipulateur, j'essaye de comprendre pourquoi, j'essaye de comprendre qu'est-ce que j'ai fait pour que la personne ait telle attitude envers moi et en fait il n'y a pas de réponse. Je me remets en question, mais en fait c'est la personne qui a un problème, c'est pas moi, et du coup je me pose trop de questions au lieu d'éjecter cette personne de ma vie, alors que voilà, elle est là, elle veut faire du mal et il n'y a pas de raison, c'est juste une personne qui est mauvaise, fondamentalement mauvaise, et il n'y a pas de raison, on n'a rien fait pour mériter ça. Je sais pas exactement si manipulateur c'est un qualificatif, mais je dirais que oui. Après il y a tout un package qui vient, hein. Un manipulateur est généralement menteur, je vous passe les détails, mais la manipulation, c'est quelque chose que j'aime pas du tout et j'essaye de, le plus possible, m'éloigner de ces personnes, de les sortir de ma vie et de ne jamais les revoir. Donc voilà. Quel son ou bruit aimes-tu particulièrement ? Le bruit que je préfère. Alors déjà, je passe pour quelqu'un de bizarre parce que j'aime bien le mot fesse qui me fait rire, mais alors en plus, si maintenant je raconte le bruit que j'aime bien, j'aime bien le bruit, en fait, quand on est allongé au bord de l'eau, donc au bord d'une piscine ou au bord de la mer en été, qu'on a le bruit en fait des insectes, le soleil sur la peau et le bruit des ploufs et des enfants qui jouent mais au loin. Je précise au loin, des cris d'enfants mais très très loin. Et un peu la sensation de vie et d'être allongé sur une serviette et juste d'entendre ça et d'avoir le soleil. C'est un truc que j'adore. Moi j'ai été élevée à la campagne, il y avait une petite piscine dans le bled où j'habitais et j'adorais aller à la piscine et rester allongée sur l'herbe pendant des heures, entendre le bruit comme ça, et ça me rappelle ça en fait, ça me rappelle mon enfance, et donc c'est un bruit que j'adore, mais que j'ai pas entendu depuis très longtemps. Inversement, quel son ou bruit ne supportes-tu pas ? Tout à l'heure j'ai précisé que le bruit des cris des enfants il devait être au loin, c'est parce que les bruits des enfants dans mes oreilles, c'est le bruit que je déteste le plus. Je pense que j'ai zéro instinct maternel et moi quand un enfant il pleure, j'ai juste envie qu'il se taise. Je trouve ça insupportable, même si c'est un enfant perdu dans un magasin ou quoi que ce soit, j'ai juste envie qu'il se taise quoi. Peu importe s'il est triste, peu importe s'il est tombé, peu importe la raison. J'aime pas le bruit des enfants qui pleurent et qui hurlent et qui... c'est horrible, je déteste ça. C'est marrant, parce que ça aurait aussi été ma réponse pour cette question. Je ne supporte pas les cris de bébés ou de très jeunes enfants. C'est le genre de son qui me fait partir en courant. Sinon, je risquerais de me transformer en Super Saiyan, je crois. Et sinon, as-tu une recette ou un plat que tu pourrais manger toutes les semaines et donc nous conseiller ? Alors, quelque chose que je pourrais manger tous les jours et en fait que je mange tous les jours, c'est le riz. J'adore le riz, je trouve que le riz c'est une valeur sûre, il y a des centaines de recettes pour l'accommoder et si vous prenez du riz quelque part, c'est quand même très dur de rater du riz, donc même si vous êtes à l'étranger, si vous mangez du riz, généralement vous allez aimer ce que vous mangez. Et donc une recette avec du riz que j'affectionne tout particulièrement, c'est le barbecue coréen. J'ai découvert ça quand j'étais aux États-Unis. Alors oui, je vais aux États-Unis pour découvrir des recettes coréennes, mais c'est comme ça, j'ai découvert donc le barbecue coréen quand j'étais aux États-Unis et j'ai adoré. Franchement, si ça coûtait moins cher, je pourrais en manger peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Mais en France, ça coûte très cher. Il y a des restaurants qui le font, surtout à Paris. Mais ça revient quand même assez cher.
Et par contre c'est juste délicieux, donc vous faites cuire votre viande, souvent de la viande marinée, la viande elle fond dans la bouche, voilà, vous mangez ça avec votre riz, votre kimchi, etc. C'est juste délicieux et c'est un truc que je conseille bien sûr aux gens qui mangent de la viande, de tester une fois le barbecue coréen et vous m'en direz des nouvelles. Quelle serait ta profession idéale, autre que la tienne? À l'heure actuelle, j'ai le statut d'artiste, auteur, photographe, donc en fait j'exerce la photo, je peux faire des contrats aux gens et mon rêve ça serait vraiment d'en vivre parce que pour l'instant j'ai fait quelques contrats mais pas assez pour vraiment en vivre toute l'année et faire que ça. Donc j'aimerais bien réussir en fait à me vendre mieux pour réussir à démarcher plus de clients, pour réussir à en vivre et donc j'aimerais bien vivre en fait de cette passion. Autant pour vendre des livres que j'ai aimé, essayer de faire lire aux gens et tout ça, essayer de donner des qualités, ça va, mais me vendre moi, c'est pas terrible et pour avoir le plus de clients possible et faire les meilleurs contrats, les décrocher, il faut en fait se vendre et presque je dirais écraser les autres, montrer qu'on est meilleur que tout le monde et ça c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément et que j'ai beaucoup de mal à mettre en œuvre. Donc un métier de rêve que j'aimerais faire, ça serait de vivre à 100% du temps de ma passion de la photographie. Après si on parle d'un autre budget ou si je gagne au loto, j'adorerais ouvrir une petite librairie manga, mais je pense que en fait tous les fans de manga, la plupart aimeraient, voilà c'est un rêve de pouvoir en fait conseiller des gens. Là c'est passer de l'autre côté de la caméra et carrément conseiller des gens en vrai. Ça m'est déjà arrivé de le faire, que des gens en fait voient que j'avais une pile comme ça de manga à la FNAC et viennent me voir et me disent écoutez, il faut que j'achète des livres pour mes petits-enfants, etc. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Et quand j'ai vu qu'ils sont repartis avec les livres que je leur ai conseillés, ça m'a fait tellement plaisir. Donc je pense que faire ça tout le temps, ça me plairait, voilà, d'avoir une petite boutique, de pouvoir faire de la déco à l'intérieur et tout, ça serait vraiment top. Mais là, on parle d'avoir un budget assez conséquent pour ouvrir un magasin, donc il faut quand même avoir de l'argent de côté, de l'argent d'avance. Et quand on voit tous les mangas que j'achète, je suis pas du tout quelqu'un qui économise. Donc c'est compliqué, mais ça serait quand même un beau rêve. Et quelle profession ne voudrais-tu absolument pas exercer? Un métier que je détesterais faire par-dessus tout, c'est travailler dans les pompes funèbres ou être croque-mort ou travailler dans une morgue, en tout cas travailler au contact de la mort. J'ai un ami qui travaillait dans une morgue d'un hôpital et qui m'avait dit qu'au bout d'un moment ça te tapait quand même vachement sur le système, même si les gens tu les connais pas, et de voir des morts tous les jours, ça lui plombait un peu le moral et je comprends tout à fait et je pense qu'il faut avoir une certaine force psychologique pour travailler là-dedans que je n'ai pas. Je pense que j'ai trop d'empathie et même si tu connais pas les gens, j'arriverai pas en fait à me détacher du fait que je trouve ça en fait tout simplement horrible et en plus alors un niveau au-dessus c'est les pompes funèbres quoi. Ça veut dire que vous faites un peu du commerce sur la mort des gens, enfin même carrément, parce que en fait votre chiffre d'affaires dépend des gens qui sont morts, donc il faut essayer de leur vendre le meilleur cercueil, le plus cher, etc. Et faire votre chiffre là-dessus, et c'est vraiment quelque chose que je pourrais pas. C'est pas un métier que je dénigre, parce qu'il faut bien que ces gens-là y vivent et qu'ils fassent du chiffre d'affaires, mais moi je pense que j'y arriverais pas. La famille, les gens qui n'ont pas d'argent, ils viendraient et j'aurais envie de pleurer avec eux. Voilà, enfin, ouais, c'est vraiment quelque chose que je pourrais pas faire. Je n'ai pas la force psychologique en fait d'affronter des familles de gens qui sont décédés et j'ai trop d'empathie et je me projetterai avec eux et je leur dirai vous avez pas d'argent mais c'est pas grave, prenez le cercueil le moins cher, au pire je vous le fais à moitié prix, enfin voilà, et je ferai aucun chiffre et mon entreprise coulerait. Donc j'aimerais pas faire ces métiers là, mais je pense en plus que je serais pas du tout douée pour les faire. Alors on va essayer d'être un peu métaphysique car je vais te proposer l'hypothèse suivante. Imaginons que Dieu existe, que voudrais-tu qu'il te dise à ton arrivée au paradis? Je suis athée, donc c'est une question un peu compliquée. Mais admettons, Dieu existe, j'arrive au paradis, déjà je me dis que c'est plutôt cool, puisque j'ai jamais cru en Dieu de toute ma vie, et je vais au paradis quand même, donc ça c'est cool. Après, je pense que j'aurais envie de poser beaucoup de questions, parce que comme je l'ai dit, j'aime bien tout comprendre, etc. Donc j'aurais envie de comprendre, si on parle d'un Dieu, par exemple chrétien, on dit qu'il y a des épreuves sur la vie qui sont faites pour des raisons, donc j'aurais envie de savoir pourquoi il m'est arrivé telle ou telle chose, à quoi c'était l'enseignement, enfin, quel était l'enseignement que je devais en tirer, à quoi ça servait, voilà, enfin, j'aurais vraiment beaucoup de questions, mais j'aurais une autre question parce que mon père est décédé et en fait ma question ça serait de savoir s'il est là lui aussi. Et donc je pense que dans l'ordre je commencerai par poser les questions parce que si je demande à voir mon père en premier, une fois que je le revois on a tellement de trucs à se dire que j'oublierai de poser mes questions. Donc je commencerai par poser mes questions et une fois que j'ai toutes mes réponses, je dirai au fait, est-ce que mon père est là?
Et là, bah, je serai, et j'espère qu'il serait là. Il n'y a pas de raison d'abord qu'il ne soit pas au paradis si moi j'y vais et que, voilà, que ça existe. Et donc voilà, ça serait super cool. Après, il y a d'autres gens que je connais qui sont décédés, mais je pense que voir mon père en premier, ça serait quand même... Bon, ça serait cool, parce qu'en vrai, je crois pas en Dieu. Donc je n'ai fait aucune religion de toute ma vie. Je vais quand même au paradis. Et en plus, je peux revoir des gens du coup qui sont morts. Ça serait quand même assez cool. Mais je pense que ça n'existe pas. Donc voilà. Nous sommes arrivés à la dernière question, celle que j'aime appeler la question brûlante, ou la question infernale, on pourrait dire. Je voudrais te demander d'imaginer que ton domicile est en train de brûler, tu ne peux sauver que 3 mangas des flammes, lesquels choisis-tu? Ça, c'est vraiment une question méchante, parce que c'est ma pire peur en fait. Je pense que c'est une peur pour tous les gens qui ont des collections, etc. J'ai une grosse mangatech, mais j'ai d'autres collections dans mon appartement, et depuis que je suis gamine, j'ai peur que la maison dans laquelle j'habite brûle, ce qui est bizarre puisque j'ai jamais été dans une maison qui a brûlé, mais c'est vraiment ma pire peur. Quand je pars en vacances, ouais, j'ai trop peur que ça brûle, etc. Donc c'est une question pas très gentille. Alors les mangas que j'emmènerais, c'est encore une question compliquée ça. Franchement, si je perds tous les mangas, je me demande à quoi ça sert d'en sauver 3 en fait. Et en plus je vais tricher parce que je vais pas répondre que 3, je vais répondre 3 séries. Parce que je peux en porter plusieurs quand même. Alors est-ce que je fais ma fille vénale ou est-ce que je pars sur des trucs coup de cœur? Donc du coup, je vais dire Dr Slump parce que j'ai l'édition originale et donc j'avais galéré à la trouver, donc j'essaye de partir avec toute ma pile de Dr Slump. C'est un manga coup de cœur, c'est mon manga nostalgique et donc ouais, je pense que je l'aurais envie de l'emmener, et en plus vu que c'est la première édition que j'avais galéré à la trouver, ça veut dire que je fais un petit peu ma fille vénale aussi et j'emmène une collection qui m'a coûté un petit peu cher. Et donc pour continuer sur le côté vénal et coup de cœur en même temps, je dirais Le Roi des Ronces, qui est un manga de Yuji Iwahara que j'ai beaucoup aimé et que j'ai galéré aussi à trouver, que j'ai quand même payé pas mal cher. Et donc il y a 6 tomes, donc je les prends tous, hein, je triche parce que je peux pas en dire qu'un, c'est pas possible, ça sert à rien d'avoir un manga d'une série, enfin voilà. Et en dernier... Parce que j'adore la bouffe, on va dire que je prends un manga dans la catégorie manga culinaire et je prendrai les mangas Kitchen aussi que j'ai bien aimé, même si la série n'est pas terminée en France. Et il y en a aussi qui coûtent, c'est un peu des mangas introuvables qui coûtent un peu cher, donc voilà, donc je prendrai ces 3 séries là. Et ça serait vraiment à contre-cœur, ça serait vraiment horrible si ma maison brûlait. Avant de finir, et pour me venger de cette dernière question horrible, j'aimerais te poser une question et j'aimerais savoir ce que tu penses de la communauté YouTube française, notamment sur les mangas, mais pas que les youtubeurs, ce que tu penses aussi de la communauté, des abonnés, des haters, etc. Je sais que récemment tu as eu un problème de caméra et que tu as fait appel à tes abonnés, donc je pense que tu as quand même une communauté assez soudée, et donc je voudrais savoir ce que tu en penses. Bien joué, bien joué. Alors c'est une question qui peut sembler simple, mais je pense qu'elle ne l'est pas du tout en fait. Et c'est amusant que tu me poses la question parce que j'en discutais très récemment avec un abonné sur la chaîne en commentaire d'une autre vidéo. Comme je le disais, je pense que c'est vraiment un sujet très complexe qui porte sur beaucoup d'éléments. Donc la relation entre les youtubeurs et leurs abonnés. Alors pour essayer de répondre un petit peu dans l'ordre par rapport à ta question, qu'est-ce que je pense de la communauté des youtubeurs manga? Déjà, je dirais que je suis assez impressionné par le nombre de chaînes qui existent. C'est vrai que quand moi j'ai lancé ma chaîne Oreillon Manga, je n'ai même pas pensé, je n'ai pas pris la peine de vérifier s'il existait déjà beaucoup de chaînes. Parce que comme je pense à cause de mon âge, puisque moi je suis de la génération qui a connu l'arrivée des mangas en France, d'une certaine manière, dans ma tête, quand j'ai commencé ma chaîne, je pensais toujours que en fait les mangas c'était quelque chose qui était assez, comment dire, qui était encore assez dans l'ombre. Et donc je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir autant de chaînes YouTube de nos jours, ce qui est très bien, attention, je pense que c'est très très positif. Après c'est vrai que si je veux parler d'un aspect un peu plus négatif, je dirais que je trouve que c'est dommage
qu'il y ait autant de chaînes. Alors c'est bien qu'il y ait autant de chaînes, mais je trouve que c'est dommage que toutes ces chaînes, la majorité des chaînes, parlent quand même très souvent des mêmes mangas. Donc il y a beaucoup de chaînes qui ne parlent quasiment que des nouveautés. Et je trouve que c'est dommage du coup parce que ça pénalise la variété du contenu que toutes ces chaînes nous proposent. Il suffit de voir tous les mois, tous les 2 mois, quand il y a un gros titre lancé par tel ou tel éditeur, donc un titre qui va être beaucoup mis en avant. Ces derniers mois, je sais que de tête, je dirais, on a eu The Promised Neverland, et j'ai vu je sais pas combien de vidéos passer sur ce manga-là. Et je trouve que c'est dommage. Alors je peux comprendre qu'en tant que lecteur, on lit le manga et on aime ça et on a envie d'en parler, mais je trouve que c'est dommage parce que du coup, quel est l'intérêt de faire une vidéo sur un manga quand il y a déjà 10, 15, 20 vidéos qui viennent de sortir dans les semaines précédentes? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour le public? C'est là la question. Mais après, je peux comprendre que voilà, on est passionné, on a envie d'en parler. Donc, les chaînes YouTube, je dirais que c'est très bien qu'il y ait autant de chaînes. À ma grande surprise, je trouve que c'est dommage qu'il y a peu de chaînes, à ma connaissance, attention, hein, je n'ai pas vu toutes les chaînes, mais à ma connaissance, il y a peu de chaînes qui essayent de proposer autre chose, c'est-à-dire qui essayent de parler soit d'auteurs qu'on connaît très peu, soit de mangas qui sont plus anciens, donc des chaînes qui ne vont pas tout le temps parler que des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Et aussi, je trouve dommage que les rares chaînes qui ont atteint une certaine notoriété, alors je pense que c'est normal que une personne ait sa chaîne et elle fait ce qu'elle veut sur sa chaîne, c'est tout à fait normal, mais je trouve que c'est dommage que ces chaînes-là, les quelques chaînes manga, il n'y en a pas 50, qui ont atteint une certaine notoriété, un certain public, eh bien, restent quand même dans du manga mainstream ou du manga très populaire, des mangas qui se vendent extrêmement bien, des mangas qui sont déjà très connus, ce genre de choses, et qui n'en profitent pas pour justement, de temps en temps, parler de mangas moins connus, plus anciens, etc., etc. Je peux comprendre que quand on a beaucoup d'abonnés, quand on a une grosse chaîne, et que donc, en théorie, cette chaîne nous rapporte un petit peu d'argent, je peux comprendre que ce soit très très tentant de ne parler que des choses qui sont déjà populaires, des choses dont on sait qu'elles vont faire beaucoup de vues et donc elles vont générer un certain revenu, je comprends tout à fait. Mais je pense que si on est un vrai passionné, ça n'empêcherait pas, une fois de temps en temps, de faire des vidéos justement pour mettre en avant des auteurs ou des mangas qui sont beaucoup moins connus. Je pense que ça ne pénaliserait pas forcément une chaîne de faire, admettons, une vidéo sur 5, on fait 4 vidéos, 4 vidéos par mois où on sait que ça va faire des dizaines de milliers de vues, mais la 5e vidéo, eh ben, on met en lumière quelque chose de moins connu. Je trouve que c'est dommage. Après, encore une fois, j'insiste lourdement, je ne connais pas toutes les chaînes, et donc il est tout à fait possible qu'il y ait des chaînes comme ça qui existent, voilà. Donc ça c'était pour les youtubeurs. Pour la communauté, donc les gens qui regardent, je trouve aussi que c'est dommage. Alors moi personnellement, ma communauté à moi, j'ai beaucoup de chance. Bon, je pense que c'est aussi lié au fait que ma chaîne est petite et encore quand même relativement anonyme. Donc j'ai une petite communauté, je considère que j'ai une communauté d'environ 200-300 personnes. Je ne me fie absolument pas à mes 1500 abonnés parce que en général je fais entre 200 et 300 vues par vidéo. Donc pour moi c'est ça ma communauté, ce sont les gens qui regardent. Donc j'ai entre 200 et 300 personnes qui regardent mes vidéos. Donc c'est une petite communauté. Combiné à cela, je m'adresse quand même beaucoup à un public souvent plus adulte, souvent qui a déjà la culture des mangas. Comme je parle pas des mangas très très populaires, forcément je ne vais pas attirer un public par exemple très jeune. Alors attention, ça ne veut pas dire que parce qu'on est jeune on s'intéresse pas à quelque chose de plus adulte, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais disons que voilà, ce sont des facteurs qui font que j'ai une petite communauté qui est quand même, voilà, qui sait très bien s'exprimer, qui est respectueuse, qui est polie, etc., etc. C'est extrêmement rare que j'ai un troll ou un hater dans les commentaires, et quand c'est le cas, de toute façon, j'ai une tolérance zéro pour ce genre de comportement.
Donc c'est bannissement immédiat, la personne est immédiatement bloquée, car je pense que Internet est déjà suffisamment un nid de vipères comme ça, et moi j'ai le contrôle de ma chaîne, le contrôle des commentaires, donc il est hors de question, tant que j'en ai le contrôle, tant que j'en ai la possibilité, il est hors de question que je laisse des gens venir déverser leur haine, leur poison parmi ma communauté. Donc je suis tout à fait ouvert aux commentaires, aux critiques constructives, aux échanges d'idées, aux débats, il n'y a pas de souci. Mais dès que ça part, si ça part sur des insultes, sur des moqueries, que sais-je encore, alors là c'est, comme je le disais, tolérance zéro. Pour répondre à ta question, oui effectivement j'ai eu un problème d'appareil photo, donc mon appareil photo est décédé. Et eh bien oui effectivement, quelques personnes de ma communauté m'ont aidé, alors que ce soit sur Tipeee, mais aussi principalement dans l'achat de mes mangas, ce qui m'a permis de pouvoir continuer la chaîne, de pouvoir acheter un nouvel appareil photo pour remplacer celui qui m'avait lâché. Donc voilà, moi je considère que j'ai beaucoup de chance d'avoir cette communauté là. Certes c'est une petite communauté, mais honnêtement je préfère avoir voilà, une petite communauté qui est active, qui est respectueuse, qui est polie, qui est intéressée, qui a envie de découvrir des choses, qui est vraiment là pour apprendre des choses, pour échanger de manière très civile, plutôt qu'avoir une chaîne de 10 000 abonnés qui va être remplie de trolls, de haters, de tout ce que tu veux. Voilà. Mais comme je le disais au tout début de mon long monologue, je pense que c'est une question très vaste, très complexe. Je pense même qu'il y aurait matière à faire une vidéo uniquement sur ce sujet-là, c'est-à-dire je pense que la relation entre les gens qui regardent les chaînes manga et les youtubeurs manga, cette relation-là, je pense qu'elle est intéressante parce que, par exemple, un aspect qui me vient comme ça de tête, c'est le fait qu'il y ait des gens qui se plaignent que, par exemple, que toutes les chaînes manga parlent toujours des mêmes mangas, mais quand il existe des chaînes comme la mienne, et je dis ça de manière très humble, ma chaîne n'est absolument pas parfaite, etc., mais il existe quand même des chaînes comme moi, il y avait moi, il y a Shakun Manga, bon, qui s'est arrêté maintenant, mais il y avait Jefferin aussi, des chaînes qui proposent justement de parler de choses moins connues, etc., eh bien, ce sont souvent les chaînes les plus petites, parce que ce sont les chaînes qui intéressent le moins, ce qui est quand même assez paradoxal, d'avoir en France, dans le public francophone, quand même un très très grand nombre de gens, surtout parmi les jeunes, qui s'intéressent, qui se disent en tout cas otaku, qui se disent passionnés, mais qui vont aller regarder des vidéos sur One Piece, sur Naruto, etc. Et c'est très bien si c'est ça qui les intéresse, mais dans le même temps, qui vont complètement ne pas s'intéresser à des titres moins connus, à des chaînes qui proposent autre chose. Donc là, il y a un paradoxe qui, je pense, serait très intéressant à étudier, mais honnêtement, je pense que c'est un sujet trop complexe, à la fois intéressant, mais trop complexe pour en parler comme ça, sans l'avoir vraiment réfléchi. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur le sujet. En tout cas, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Encore merci de me l'avoir posée. Et puis, eh bien, pour finir, je te dirai un immense merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai vraiment beaucoup apprécié notre échange. Je pense que tes réponses étaient vraiment très très intéressantes et très riches en informations. Donc mille merci à toi d'être passé sur Oreo Manga pour ce face à face, et bien sûr j'invite toutes les personnes qui vont regarder cette interview à aller découvrir ton travail si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te dis à très bientôt. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité pour cette interview, c'était super sympa et ça me touche beaucoup que tu te sois intéressé à mon travail. J'espère que j'ai répondu comme tu le souhaitais, que j'ai pas été trop longue ou trop rapide, je ne sais pas. Voilà, c'était pas forcément facile, donc j'espère que le résultat te satisfait et puis que tes abonnés seront contents de découvrir une nouvelle chaîne, voilà.